On passe au sentier de l'indiscipline. Il y a des élèves qui ont travaillé sur le livre pendant 2 semaines. Bien sûr. Et on prendra l'intervention à la fin. Donc, pour le sentier de l'indiscipline, c'est un essai. La difficulté de l'essai, c'est qu'il faut lire et relire. La difficulté surtout de l'essai, la difficulté surtout de l'essai de M. Six, c'est que c'est à la place de lire une centaine de livres, on peut lire le sentier de l'indiscipline. Les parents qui sont avec nous ont pu le remarquer avec leurs enfants lorsqu'ils ont travaillé sur l'œuvre. Ça demande du travail, mais on est récompensé à la fin. La discipline et l'indiscipline. Avant de lire le livre, on croirait que l'indiscipline est négative. C'est l'idée qu'on a au départ. Tout le monde se dit, discipliné, c'est quelqu'un qui est sur le droit chemin. L'indiscipliné, c'est quelqu'un qui fouille les règles. Alors que ce n'est pas le cas. Déjà, est-ce qu'on peut définir l'indiscipline? Puisqu'il est rebelle sur nous, il est indiscipliné. C'est l'indiscipline. Est-ce qu'on peut la définir? On va la définir en comparaison avec l'indiscipline. Tout le temps, on va chercher, est-ce que c'est l'entendu de la discipline qui demande un effort? Ce n'est pas le cas. Parce que la discipline, est une motivation. La discipline aussi est le fait de suivre les règles. L'indiscipline peut être sur les 2 volets. Ce qu'on a appris des sentiers de la discipline, c'est que l'indiscipline a un volet positif qui est plus large par rapport à celui négatif. Vous avez commencé le livre par les rebelles, les mouvements de prise de parole. Des jeunes qui ont pris la parole, qui sont sortis dans la rue le 20 février 2015 et qui demandent à ce que l'enseignement soit à la hauteur. Ils demandent à avoir accès à la parole, ils demandent à s'exprimer, à ce qu'il y ait égalité. Et surtout, il y a des hommes et des femmes qui demandaient à ce qu'on l'écoute, à ce qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui les écoute. Dans ce livre, vous avez sillonné les routes sillonnées et les routes non sillonnées. Un travail acharné, une bibliographie hyper riche. On se croirait devant un travail de thèse qui a duré plusieurs années. Le fruit du travail est clair dans le livre. Donc, il y a des gens qui ne se sentent pas bien, il y a les soulèvements qui arrivent, il y a cet esprit de guerre non déclaré entre les autorités et les gens. Qui est fautif? Du côté de l'autorité, ça peut être les gens. Du côté des gens, c'est un droit à la parole, un droit à l'expression. Pour voir cela, je prendrai la parole des élèves qui ont travaillé sur les sentiers de la discipline. C'est leur première participation. C'est la première fois qu'ils travaillent sur un essai. C'est leur premier salon littéraire. Je n'ai pas accepté de corriger leur travail. Je leur ai dit que je laisse leur travail tel qu'il est, c'est leur produit. Et ils doivent le présenter tel qu'il est. S'il y a des fautes, vous devez les pardonner. Moi, personnellement, je suis fière je leur tire chapeau bas parce qu'ils se sont défiés pour travailler sur un essai. Monsieur Six peut confirmer ce que je dis. Il connaît le livre. C'est un livre très difficile pour leur âge. Pour des élèves de 11 ans, 12 ans, le livre est difficile. Mais ils ont remporté le défi et aujourd'hui ils sont fiers de le présenter. Comme j'ai dit, il y a quelques fois pour fermer l'œil, c'est pas grave. On commence à Charles. Bonsoir notre honorable audience. Monsieur Driss Six pour accepter notre invitation pour ce salon littéraire. Je me nomme Achal Cheboun, un élève de la deuxième année collégiale. J'ai lu le livre de monsieur Driss Six, Les Sentiers de la discipline. L'indiscipline, comme de pas la même ligne. L'indiscipline comme une affaire circonstance. Les sentiers de la discipline, à travers le long voyage de ce livre, dans l'art, la littérature, le théâtre, la philosophie,
les rêves flamboyants, mais aussi les réalités difficiles. Je peux apprendre à quel point la discipline nous aide dans notre vie, pour découvrir quelque chose de nouveau. Ce livre contient 4 parties et 27 thèmes. De ces thèmes, j'ai choisi le thème nommé Les motifs du livre perdu. L'écrivain de l'X6 parle avec une liberté sur les livres interdits ou liés au respect secret dans notre monde. Et aussi, elle est sur le destin de quelques écrivains qui ont essayé à faire découvrir ces sagesses à la société. Et ces livres qui ont subi une perte par les auteurs eux-mêmes ou leurs éditeurs, en brûlant ou en égarant les feux qui portent la trace de ces livres. Et aussi, elle parle aussi sur plusieurs choses comme d'être indiscipliné et comment les personnes indisciplinées découvrent quelque chose de nouveau. Comment c'est que la philosophie développe la manière de penser chez toutes les personnes. Est-ce que vous pensez que la philosophie doit être étudiée depuis le primaire? Bien sûr. Alors, Acharaf, c'est ça? Oui. Enchanté, merci. Alors, il y a un terme un peu barbare dans ce livre qui est la sérendipité. En lisant, je passais par découvrir le nouveau, je suis passé par ce terme sérendipité qui t'a paru un peu bizarre. Je vais l'expliquer. Je vais vous raconter un conte. C'est le conte de Sérandipe. Sérandipe, et ça va me permettre de te répondre. Ne t'en fais pas, je prends bien ta question. Sérandipe, et si vous lisez le total, ou si vous relisez Les Mille et Une Nuits, vous allez voir que Sérandipe, c'est Ceylan, Sri Lanka. À l'époque, on l'appelait Sérandipe. Le sultan du Sérandipe s'appelait Jaffir. Le sultan du Sérandipe s'appelait Jaffir. Jaffir, un jour, il appelle ses 3 enfants, chacun séparément, en leur disant « Est-ce que vous voulez prendre ma place ?» Et aucun des 3 n'accepte de prendre la place du sultan. Parce qu'ils ne se sentent pas prêts. Et au fait, ces 3 enfants, ils ont appris depuis tout jeune la littérature, les mathématiques, la philosophie et plein d'autres matières, les matières scientifiques. Qu'ils aient appris tout cela très tôt a fait qu'ils ne se sont pas empressés à prendre la place de Dieu. Ils ont dit non, on a encore à apprendre. Alors, j'ouvre une parenthèse pour te répondre et je continue. S'il y a une chose que la philosophie nous apprend, c'est de se poser des questions, d'apprendre à se poser des questions, d'apprendre à rester tout le temps curieux, d'apprendre à être curieux et apprendre. Tu sais, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, donc on veut tout le temps être sage, on ne sera jamais sage, on veut tout le temps l'être. Et donc, cette curiosité, ce désir de comprendre, d'apprendre, est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. Alors, pour les enfants de Jaffir, il les a aidés à être humbles, modestes. Non, on ne veut pas ta place. Bien. Mais au fait, ils ont appris autre chose. En partant, parce qu'il les a exilés, il leur a dit, allez, partez, et quand vous serez prêts, vous revenez. Eh bien, ils partent, et en partant, ils rencontrent un chamelier, quelqu'un qui a un chameau. Il dit, quelqu'un m'a volé mon chameau. Et tout de suite, les 3 lui donnent des explications qui montrent qu'ils connaissent son chameau. Ils disent, ah oui, il a perdu une dent, il boite d'un côté,
il est chauve d'un côté, etc. Il leur dit, mais c'est pas possible, vous le connaissez très bien, ça veut dire c'est vous qui l'avez volé. Ils disent, non, nous, on a juste déduit des choses parce qu'on a vu quelque chose de nouveau et on a compris que cela. Ils disent, non, vous racontez des histoires. Ils vont devant le juge, et quand ils vont devant le juge lui dit, mais c'est quoi? Il leur dit, c'est quoi ce truc? Il dit, non, voilà, nous, on a observé des choses auxquelles on ne s'attendait pas, on a compris cela. On a vu que d'un côté, il n'y avait pas de gazon, d'un côté, il y avait de l'autre. Donc on a compris qu'il était boiteux, qu'il était édenté, parce qu'il a mangé d'un côté, il n'a pas mangé de l'autre, etc. Il ne voulait rien comprendre. Le chameau arrive, on l'a retrouvé, et à partir de là, on les a crus. On a compris qu'ils ont trouvé ce qu'ils ne cherchaient pas. Comprenez bien cette phrase, ils ne trouvaient ce qu'ils ne cherchaient pas. En trouvant ce qu'ils ne cherchaient pas, ils ont fait ce qu'on appelle un acte de sérendipité. Alors, vous savez, la pénicilline, vous connaissez la pénicilline, vous connaissez, il y a plusieurs choses qui sont arrivées dans les sciences qui ont été découvertes de la même manière. Ça veut dire en trouvant ce qu'on ne cherche pas. Mais l'idée de trouver ce qu'on ne cherche pas veut dire qu'on est indiscipliné. Ça veut dire qu'on ne suit pas la discipline. Ici, la discipline, dans le sens du savoir. Le savoir nous dit, voilà comment il faut chercher. Et quand on dit, ah non, moi, je vais peut-être faire autrement, eh bien, on est indiscipliné, on ne suit pas la discipline. Et c'est ça qui nous permet de trouver ce qu'on ne cherche pas. C'est en cela, donc, deux choses importantes qu'on apprenne la philosophie très tôt pour rester curieux, pour avoir tout le temps le désir d'apprendre, de ne pas croire qu'on détient la vérité, et deux, de savoir qu'il ne faut pas toujours suivre ce qu'on nous dit pour arriver, il faut peut-être parfois suivre son intuition. Son être est aussi important que la raison par laquelle on... Merci. J'ai choisi le thème du mur et du passeur. Dans cette partie du livre, M. Driskis a parlé sur sortir de notre soi, qui est une des choses les plus importantes pour décentrer le propre regard et pour l'impressionnement d'un peur et surtout le rejet de l'exploiteur. Vous avez fait le tour et l'observation, échangé les points de vue. Vous avez parlé aussi de la crise sanitaire de Covid-19 qui nous a rappelé que l'humanité vit au temps des retours du mur. Et vous avez parlé sur la liberté, la vraie liberté. Bref, c'est vivre comme je veux, mais elle s'arrête quand je touche la liberté des gens qui partagent le même espace de vie. Pour la liberté, vous avez donné l'exemple de la capitalisme mondial intégré en 1989 qui sert à permettre aux biens et aux services de circuler plus librement que les êtres. Vous avez pris un paragraphe pour dire que les plus tenaces parmi les indisciplinés, les plus stratèges ont aussi compris que pour faire des brèches dans le mur, il ne suffisait pas de donner de la voix, mais se remonter de nouvelles voies. Revenons au titre qui porte le mot passeur. Vous avez donné une définition, ce que quelqu'un donne courageusement à une nouvelle voie. Et vous avez parlé sur l'artiste Ariana Mnouchkine et Ivan Illich qui a s'émancipé de l'école pour partager le savoir. À la fin, vous avez dit que pour faire des passeurs dans le mur, il suffisait de d'ouvrir vers le différent. Merci. Alors, merci beaucoup. Comment rappelez-moi ton prénom? Naima. Alors, c'est extraordinaire. Le passeur est une figure importante dans la mythologie. Le passeur, c'est comme Janus, celui qui nous amène d'un monde à un autre monde. Le passeur aussi, entre les frontières, c'est celui qui nous fait traverser la frontière. En fait, le passeur n'est pas le médiateur. Le
passeur est celui qui nous fait découvrir le nouveau. Et on a besoin de passeurs, pourquoi? Parce que sinon on reste enfermé entre nous. J'ai raconté, tu l'as bien vu dans ce chapitre, l'histoire à un moment donné, ici à Rabat, au théâtre de l'Institut français Gérard Philippe, il y avait un festival avec les subsahariens. Et il y a eu une pièce de théâtre. Et c'était la première fois que les subsahariens étaient avec des Marocains dans une salle de théâtre en train de voir quelque chose qui les concerne. Et donc, voilà une manière aussi de faire le passeur. Ça veut dire de sortir de l'entre-soi et de découvrir l'autre, de découvrir un autre monde, un autre univers, une autre humanité. Voilà. Et ça, je pense que tu l'as compris et j'en suis ravi. Merci beaucoup. Merci Germain. Selma, pour les familles. Bonsoir Monsieur Messi, bonsoir les enfants. J'ai lu l'essai Les Sentiers de l'indiscipline. Il m'a changé mon avis négatif sur l'indiscipline. Cet essai traite du sujet de l'indiscipline dans lequel l'écrivain de l'Esquisse a donné plusieurs définitions. Comme exemple, l'indiscipline est probablement avant tout un élan, une énergie. C'est une découverte, une expérience. C'est s'éloigner du chemin qui porte tout le monde. D'une autre façon, c'est créer. Dans la partie de l'Esquisse a parlé sur l'écrivain Kabir Khatebi, il nous a passé plusieurs exemples sur l'indiscipline. Il nous a donné des informations sur l'écrivain Kabir Khatebi qui est entré à l'écriture, qui est entré par la poésie, on s'en à la musique. Il a entreaperçu le vent interstitiel entre poésie et pensée. Il a entendu derrière lui les erreurs, à laquelle donnait accès la dentille en prenant goût aux univers d'écrivains comme James Joyce. Ainsi, le philosophe et traducteur Absam Ben Abdelali a bon noté que Kabir n'est pas strictement un philosophe, mais un écrivain qui se contente d'effectuer les concepts pour s'autoriser à penser autrement. Des écrivains sensibles à ces ambivalences, comme Roland Barthes, ont eu beau souligner à son souci et de saisir par le langage l'étrange position géopolitique et conceptuelle d'où il écrit. Aussi l'écrivain Six a parlé sur le parcours de Kabir. Il a sur le parcours de Kabir. Après des années, a pu acquérir une fluidité identitaire flottant entre l'intime, les conceptuels, le désir et l'explorer. Aussi, il a su jusqu'à la fin de sa vie qu'il demeurait non identifié par le public. À la fin de cette partie, l'écrivain de Six a annoncé que l'écrivain jouit constamment un regard exemplaire qu'il porte sur son monde pour remettre à plat les présupposés de l'apparence et pour mieux explorer l'inconnu. Et pour fuir les assignations, il aimait citer Samuel Beckett qui considérait le silence comme son unique langage maternel. Le vœu de Khatebi, c'est d'emprunter tant de chemins vers l'ailleurs, sans renier sa localité. Et par tout cela, on déduit que Kabir Khatebi est indiscipliné, il est différent par rapport aux autres, il écoute sa voix. Si vous me permettez, Monsieur Six, j'aimerais savoir pourquoi et comment vous avez pensé à écrire cet essai sur l'indiscipline. Alors, d'abord, merci. Et merci d'avoir lu cette partie sur Khatebi. Alors, moi, je voulais d'abord commencer, parce que j'ai affaire à des collégiens, d'expliquer quelque chose. L'indiscipline peut être négative comme elle peut être positive. L'indiscipline peut être négative si elle est violente, si elle est une sorte de refus de discipline sans raison justifiée.
Mais les disciplines à côté, et c'est ça qui m'a fait faire ce livre, c'est que souvent nos enseignants, par exemple, n'ont pas la patience de voir le potentiel qu'il y a chez un jeune qui fait peut-être juste, qui ne s'intéresse pas beaucoup, ou qui préfère dessiner, ou qui préfère rêver. Et bien pour moi, cet élève n'est pas indiscipliné, ou bien il a ce qu'on appelle une indiscipline potentielle qui lui permet d'être créateur. Je pense que le problème de l'indiscipline, c'est qu'on a toujours vu du côté de ceux qui gèrent, dirigent, ou qui organisent, ou qui gouvernent. Mais on n'a jamais vu du point de vue de ceux qui s'autorisent à faire autre chose. Et c'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer qu'il n'y a pas de vie humaine sans indiscipline. Ça n'existe pas. Sauf qu'on ne regarde ces questions-là, les questions de liberté, les questions de différence, les questions de comment découvrir de nouvelles voies, comment sortir de l'entre-soi, toutes ces questions-là, tout ça c'est l'indiscipline. On ne le voit pas de ce point de vue, du point de vue de l'État, ou de l'école, ou du maître, du gouvernement, etc. Gouvernant, vous voyez ? Donc je voulais montrer qu'on peut voir cela autrement, sans faire d'une indiscipline violente. C'est ça, la petite nuance. C'est pour ça qu'on me demande pourquoi je n'ai pas titré le livre « Éloge de l'indiscipline », parce qu'il y a une voix dans ce livre qui part tout le temps, qui est une petite voix, c'est pour ça qu'il y a des dialogues, une petite voix qui dit « Oui, mais attention, là tu vas trop loin, ou tu racontes des histoires. » Voilà. Et ça, c'est la philosophie qui nous le permet, comme le théâtre nous le permet, de penser qu'il n'y a pas une seule vérité, il y a plusieurs manières de comprendre la vérité. Merci. Effectivement, en lisant le livre, on découvre que l'indiscipline, si elle est accompagnée de volonté et de savoir, elle est toujours bénéfique et positive, à condition qu'elle s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Les sentiers de l'indiscipline, pour créer, il faut sortir de l'ordinaire, il faut se trouver parfois de nouveaux chemins. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a l'exploitation des intelligences multiples dans l'enseignement, et c'est aussi la pédagogie différenciée, l'importance de la pédagogie différenciée. C'est voir le côté positif et différent surtout de chaque élève à part. Nous sommes des êtres humains et chacun a sa manière de penser. Les sentiers de la discipline, si on oblige les êtres humains à adapter leur pensée au régime, c'est comme si on demande à une boule de neige au sommet de la montagne de descendre et que toutes les boules de neige suivent le même chemin. Alors que l'avalanche, non. Chaque coup est différent. Chaque avalanche prend un sentier différent. Si on voit les choses d'en haut, on voit qu'il y a plusieurs sentiers qui se tracent. Et bien c'est ça. L'indiscipline fait valoir nos différences, elle met en valeur l'intelligence de chacun et surtout parfois les loisirs et les passions de chacun. Chacun a des intelligences différentes des autres, a une manière et une aptitude à apprendre cette matière ou non, l'autre oui ou non. Mais par exemple, là, l'expérience de classe, il y a des élèves qui aiment l'audiovisuel. On peut leur enseigner des leçons qu'ils n'aiment pas, mais si on emploie des vidéos, ils sont captés. Rien que par la vidéo, ils suivent. Et la leçon est assimilée. Et je donne la parole à M. Neumann. Bonsoir tout le monde, je suis très heureux d'être avec vous pour la première fois. Merci M. Xix d'avoir accepté notre invitation. Donc je commence. Comme vous avez dit M. Xix, la discipline c'est avant tout une quête de liberté et de justesse. Une éthique de décentrement qui consiste à sortir des chemins balisés, à assumer son autonomie vis-à-vis des pouvoirs et des institutions en place, à oser des pas de côté par rapport au cadre de savoir étriqué, à refuser dogmes, identité et traditions figées. Donc, les sentiers de la discipline constituent ainsi l'invitation au voyage à travers l'expérience de l'auteur et cet artiste libre de
passeurs qui savent relier des territoires et imaginaires. Monsieur Gris plaide pour la pluralité des actions culturelles et sociales, concrètes et locales, en vue de libérer et de transformer les conceptions et les pratiques. Incluser des mini-ethnies dans la quotidienneté et les façons d'être et d'agir sont aussi aborder de nouvelles formes d'expression. Au Maroc et ailleurs, dans les médias, notamment sur le net, dénonce la littérature, le théâtre, la musique, la danse, dénonce les injustices et les privilèges. Donc, les sentiers de l'indiscipline, les sentiers de l'indiscipline est une sorte de dramaturgie dans les différents éléments. Une construction qui est une construction qui répond à la diversité des angles d'approche, une dimension émotionnelle qui ravive des textes qui auraient pu sembler pleurer autrement. Merci. Mais tu as, dans ton intervention, tu as dit que, au fond, c'est une invitation au voyage que je fais de manière subjective, à partir de ce que je fais. Hein. Comment tu arrives à cette déduction? J'ai lu le texte et dans ma lecture, j'ai remarqué que tu invites les lecteurs au voyage après ta expérience et l'expérience des autres artistes. Je vais te dire une chose. Il est très important d'assumer sa subjectivité lorsqu'on écrit, parce que personne de nous ne peut être à la place de Dieu. Hein? Donc personne ne détient toute la vérité sur l'ensemble. Et donc, quand on assume sa subjectivité, on est obligé de dire, voilà d'où je parle. Je parle à partir d'ici, de là, je parle de mon expérience, etc. Mais je suis très très fier de toi. Bravo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur. Merci pour accepter notre invitation. Si l'éthique est une discipline philosophique, le non-savoir est une indiscipline qui nous mène à trouver la vérité. Non seulement avec le savoir, mais à travers l'imagination. L'imagination est une force intelligente qui l'humain a retenue. Voici intitulé à la recherche d'un monde. On voulait consolider l'idée de la discipline. Et ça, de donner l'exemple à partir d'un type légendaire, scientifique, imaginaire et historique. Comme les trois princes d'Orient, Mille et une nuits, et aussi la légende de Zadig en 1748. Vous avez défendu la discipline savante et qu'il soit équilibré avec l'indiscipline. Alors dis-moi, c'est quoi l'imagination? Moi, l'imagination est un voyage de la philosophie et c'est une force, c'est une bonne intelligence pour nous. Une question, si le qui
Et de quoi vous auriez parlé si le livre était nommé Les sentiers de la discipline? Oh, vous savez, d'abord, je ne pourrais pas l'appeler les sentiers parce que les disciplines sont tracées. Les disciplines sont tracées, donc elles sont bordées. Donc je pourrais appeler les autoroutes de la discipline. Mais si je peux parler des sentiers de la discipline, je sais très bien que les sentiers, c'est des petites voies qui ne sont pas tracées. Alors, si je parlais de la discipline, je parlerais des autoroutes de la discipline. Wakil, Zainab. Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir Monsieur Brice, bonsoir votre chers amis. J'ai lu le livre de Driss et à travers la partie antidictionnaire, j'ai pu plus comprendre les dimensions de l'indiscipline, où vous avez donné des exemples de l'indiscipline et de son contraire à la discipline dans les temps anciens et temps modernes. Et aussi, vous nous avez rappelé de la discipline à l'époque de Charlie Chaplin et aussi dans la nouvelle territoire de Franz Kafka, où vous avez dit que la discipline s'avère être le moteur premier d'un système programmé pour administrer les corps envoyés de l'humain, pour les dresser afin qu'ils se redressent. Mais, selon le dictionnaire, comme vous avez dit, la discipline est ambifale et bicéphale, ce qui signifie que cette dernière renvoie certes à une extérieure d'une organisation qui gouverne les êtres dans le rapport. Elle évoque d'un autre côté, la nécessité de se gouverner soi-même comme préalable à une vie saine en société. Excusez-moi, Monsieur Driss, j'ai une question. Puisque vous êtes un journaliste, comment trouvez-vous la presse marocaine? Alors, d'abord, avant de te répondre, je te remercie. En fait, je pense qu'il faut toujours garder en tête que les meilleurs indisciplinés ont autodiscipline. Je dis bien une autodiscipline. Je veux vous donner un exemple. Quand vous voyez un jazzman faire une improvisation, le jazzman, ou bien quelqu'un qui travaille à partir des musiques qui sont improvisées, comme le jazz, eh ben, il faut qu'il ait une autodiscipline de répéter tous les jours, d'apprendre les 12 gammes qui sont la base de la musique, et puis après il peut improviser. La même chose, moi personnellement, pour écrire ce livre sur la discipline, je me suis levé tous les jours pendant 2 ans et demi à 6 heures du matin pour écrire. Donc il y a de l'autodiscipline. L'indiscipline n'est pas le n'importe quoi, pour qu'on ne croit pas à ça. Alors, le journalisme au Maroc, aujourd'hui, moi j'ai quitté en 2007, très longtemps. Aujourd'hui j'observe de l'extérieur, j'analyse ce qui se fait. Je trouve que nous n'avons plus la même rigueur, on n'a pas de rigueur journalistique, nous n'avons pas d'entreprise de presse qui a suffisamment de solidité pour pouvoir fournir de l'information de qualité. Nous n'avons plus suffisamment d'encadrement pour faire un travail de fond dans le journalisme. Mais, en fait, c'est que nous n'avons pas suffisamment accumulé sur cela dans notre pays. On a beaucoup de travail. Merci. Malak. On encourage Malak parce qu'elle est malade et malgré sa maladie, elle a décidé de participer, même si Yuri avait donné la permission de renoncer à la participation. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous
D'abord, merci pour Monsieur Davis, parce que vraiment, vous m'a changé la vision sur l'indiscipline. Aujourd'hui, j'ai choisi le thème de la fable personnelle. La fable personnelle. D'abord, la fable personnelle, il est tout à fait habituel d'entendre les adolescents qui croient que personne les compris. Ils se sentent incompris. Ceci provient de la fable personnelle. À cause de se lier, de se penser, de penser que la jeunesse considère comme étant unique. Et Monsieur Driss, vous avez dit que vous avez pris le prénom de votre grand-père, Monsieur El Haj Driss, et vous avez dit aussi que Monsieur Kibir Tabi est né au Eid Kibir, et pour cela il a pris ce nom. Je n'oublie pas aussi Monsieur Edward W. Saïd, qui était appelé dans son école sur le prénom de Saïd. Et aussi, vous avez cité la philosophie et le théâtre. Aussi, vous avez parlé sur le clown. Et je n'oublie pas que vous avez aussi dit que la filiation d'imaginaire, elle vous a vendu des ailes. Et aussi, je n'oublie pas que vous avez dit l'indiscipliné. C'est ça que j'ai compris. Et peut-être un médecin, un clown, n'importe quoi. Et j'ai compris aussi, enfin, vous avez dit que la voix de l'humain, et enfin, je vous remercie et vous dis merci. Mais avant de rendre à ma place, est-ce que je peux vous questionner? J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi ce thème pour l'ajouter dans votre essai. Quel thème? Tous les thèmes, exactement. Pourquoi ces thèmes vous les faites en général? Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Malade. Merci beaucoup, Malek. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce livre, je l'ai construit comme un voyage. Dans lequel je suis parti de moi-même. Dire que quand on t'appelle dès le premier jour de Hajj Driss, parce que ton grand-père a fait le pèlerinage et on te fait subir ça dès le départ, tu ne sais pas quoi faire avec ça. Donc la question de l'indiscipline vient d'abord de la question de l'identité. La question de l'identité, c'est-à-dire la question de l'appartenance. Qu'est-ce qu'on prend de ce qui nous est donné? Comment on se définit par rapport à ce qui nous est donné? Déjà, premier point de départ. Après, je pensais qu'il fallait comprendre, bien sûr,
Après, je suis sorti de moi et comprendre, il fallait au dictionnaire. Donc il fallait comprendre le sens de discipline, etc., etc. Après, je pensais qu'il était important de faire la distinction entre les deux formes de discipline, la discipline en lien avec le savoir, la discipline en lien avec l'autorité, et comprendre tout ça. Après, il a fallu... et je me suis dit après qu'il fallait comprendre cela pas uniquement en expliquant, mais aussi en faisant des portraits. C'est pour ça que j'ai fait le portrait de Khatibi, de Fatima Bennissi, de Edward Said, de Frantz Fanon. Frantz Fanon, vous savez, il a fait la forme la plus extrême de la discipline, il a déserté l'armée française. Il a changé de nationalité pour être proche pour devenir algérien. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il fallait des portraits pour qu'on comprenne dans l'expérience des gens qu'est-ce que ça veut dire être indiscipliné. Et puis après, j'ai fait des carnets de bord. Ça veut dire des choses dans lesquelles je raconte des choses. Comme, par exemple, cette histoire de cette librairie où j'ai appris la liberté. Quand j'étais jeune, c'est la librairie El Karama à Casablanca. El Karama, c'est la dignité. Voilà. Donc, c'est un voyage. Il fallait voyager par plusieurs stations pour raconter les disciples. Merci. Et je n'oublie pas que vous avez cité aussi des agriculteurs et des personnes comme et merci pour votre réunion. Merci madame. Parfois, de quelques livres, on garde des expressions qui restent gravées dans la mémoire. Moi, personnellement, de l'indiscipline, je garde indiscipline, c'est indiscipliné. Ce qui signifie, ce qui nous renvoie vers l'autodiscipline, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est un disciple par rapport à soi. On se fixe ce projet, on se fixe même la méthode de travail. C'est pas parce qu'on est seul, ou bien parce qu'on est isolé, ou bien parce qu'on entretient un projet qu'on se laisse aller. Il faut s'organiser, organiser son temps et savoir se fixer des projets et les réaliser. Après, maintenant, c'est le faïda. Bonsoir Monsieur Drix, bonsoir Monsieur le Président, et bonsoir notre amis et notre chers invités. Tout d'abord, mon thème porte sur les 3 leçons de Kafka. Et tout d'abord, je fais une petite définition de discipline. L'indiscipline est un sens vaste. Quand on veut le comprendre, on s'aperçoit qu'on est encore des débuts. L'indiscipline est de croire quelque chose qui n'existe pas. C'est une quête de liberté et de justice. L'indiscipline est de pensée active que les philosophes transmettent et traversent à travers leurs théories. Il existe une grande différence, une grande relation entre l'indiscipline et la philosophie. C'est que les philosophes, avant d'être connus et fameux, des indisciplinés, comme le philosophe Franz Kafka. Vous avez adopté le philosophe Franz Kafka surtout dans ses déconstructions et des fondements religieux, culturels et sociaux, de l'emprise paternelle sur le destin de leur fils, et de même de l'influence et de l'emprise portée par des philosophes et des historiens et des poètes issus de l'Afrique subsaharienne qu'ils considèrent Franz Kafka comme des colonisateurs et des imaginaires. Et finalement, je peux vous questionner. Qu'est-ce que vous pensez d'étudier la philosophie depuis la primaire? Alors, il existe, on n'enseigne pas la philosophie depuis le primaire, mais il existe aujourd'hui dans d'autres pays, au Canada, en France, en Allemagne, aux États-Unis, des ateliers de philosophie pour les enfants.
je pense que c'est un moyen d'éveil. C'est un moyen qui permet, comme j'ai dit tout à l'heure, de savoir poser des questions, de savoir, de savoir que la vérité, elle est toujours devant nous, elle est toujours à chercher. Hein, de savoir que parfois, vous savez, les enfants, ils sont des métaphysiciens qui s'ignorent. Vous savez, les enfants, dès qu'ils sont jeunes, ils posent des questions métaphysiques. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi vous dites que la Terre est ronde? C'est des questions que les enfants posent de manière naturelle. Avant qu'ils soient conditionnés par la manière avec laquelle la société pense. La philosophie nous permet de garder cette possibilité d'émerveillement, de garder cette possibilité de questionnement, mais de la structurer, de l'organiser. Hein? Donc, moi, j'encourage énormément le fait qu'il y ait des ateliers de philosophie pour que on ne perde pas cette capacité à se poser des questions, à douter, à réfléchir par soi-même. La philosophie est une manière d'être. Ça veut dire apprendre à penser par soi-même. Il y a un philosophe, un des plus grands philosophes, Socrate. Vous savez, Socrate, ce qu'il faisait? Socrate, il pratiquait ce qu'on appelle la maïotique. La maïotique, c'est la coucheuse. Il faisait la coucheuse. Il faisait la coucheuse, pourquoi? Parce qu'il pensait que chacun en lui a la capacité de trouver la vérité. Sauf que il faut savoir lui poser les bonnes questions pour qu'il arrive à trouver par lui-même la voie. Et donc, Socrate, qui est le père de la philosophie développée par Platon et Aristote, il errait dans les rues et il parlait aux gens. Vous savez, بحال شي مجدوب اليوم. غير المجدوب اليوم ما تديوهاش فيه. المجدوب تيسحب لنا تنقولوا لا هذاك ما نديرش فيه. هو Socrate est devenu une figure fondamentale de la philosophie parce que Platon l'a pris au sérieux et il a publié les dialogues de Socrate. Voilà. Donc, je reviens à la question, c'est qu'en chacun de nous, capacité de se questionner quelque chose, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui a une capacité intellectuelle pour le faire avec les enfants. Merci. Cette ancienne. Bonsoir monsieur Xilis. Merci pour accepter notre invitation. J'ai lu ce livre et j'ai choisi le thème, j'ai choisi comme un thème la vérité et l'imaginaire, le savoir chez l'indiscipline. Ça veut dire est-ce qu'ils ont une relation. On sait que l'indiscipline est une valeur importante dans la vie. Et son synonyme c'est démarqué. Ça veut dire il respectait la loi de religion. Quand on écoute le mot savoir, on ne dit pas qu'il y a donné a priori, mais il existe du temps du patience, du désir, de l'engouement, de l'imagination. Et aussi la vérité. Les croire que cherchent la vérité non celle qui tomberait par la providence d'un ciel cotoneux, mais celle que les espaces de vie organiques, complexes, nous offrant à discerner. Je pense qu'il y a une petite relation entre l'imaginaire et l'indiscipline. Comme un petit exemple, on peut dire qu'un homme qui veut réaliser quelque chose, il doit devenir indiscipliné pour réaliser. Alors, l'imaginaire, le savoir, la vérité, chez l'indiscipline, ils ont une relation. Enfin, un commentaire résumé, en faisant dans ce livre un long voyage par l'art, la littérature, la réalité complexe, les histoires, la philosophie, les rêves incandescents, j'ai découvert à quel point l'indiscipline nous aide, même à notre insu.
l'indiscipline permet à régénérer l'humain, que celui-ci est d'abord une énergie vivante, qui sert notamment une énergie vivante, et que si la discipline est une chanson de l'heure qui tourne dans le gramophone. Merci. Est-ce que vous permettez de me poser une question? Est-ce que l'indiscipline est définie? Pardon? Est-ce que l'indiscipline est définie? Ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de montrer. D'abord, tu reprends la question de l'imaginaire. Ce que je voulais dire, ce qui est important à retenir, très important, c'est la lecture. La lecture, la littérature, l'art, c'est ça qui élargit notre espace. Vous savez, souvent on pense que le savoir, il se limite aux sciences, aux mathématiques, physique, sciences de la vie et de la terre, etc. Sauf que ces savoirs-là, ils nous permettent peut-être de faire une carrière, ils nous permettent peut-être de résoudre des problèmes, mais ce qui nous permet d'enrichir notre humanité, c'est l'art et la littérature. Donc c'est de là que vient la question de l'imaginaire. Alors, il y a plusieurs manières de définir les disciplines. Ce que je vais dire, c'est deux choses. Un, quand on considère la discipline du point de vue du savoir, c'est de savoir qu'il y a plusieurs manières d'arriver au savoir. Pas uniquement par la science, par l'imaginaire, par l'intuition, par plusieurs voies. Or, ce qu'on nous dit généralement, c'est qu'il y a une seule manière d'arriver au savoir. Ça, c'est une première manière de définir la discipline. La deuxième manière de définir la discipline, c'est de dire d'être autonome, d'être libre vis-à-vis de ce qui nous est imposé. Ça veut dire de savoir décider par soi-même. Et ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de patience. Ce n'est pas tout le monde. La liberté n'est pas facile. Et pour l'acquérir, il faut avoir de la personnalité. Pour avoir de la personnalité, il faut avoir des convictions. Ça, c'est l'autre forme de la discipline. Celle de dire, je n'accepte pas tout ce qu'on m'impose. Que j'ai une conscience de faire les choses autrement. Ryan? Si la discipline n'est ni anarchisme, ni un nihilisme, chacun faisant représente un spectre qui entre les institutions, la famille, socioculture, savante, profane, indigène, et les imaginaires. Est-ce que je peux vous questionner? Pourquoi vous avez choisi ce métier? Ce métier? Quel métier? Écrivain journaliste. Non, moi j'ai été journaliste et j'ai été, je ne le suis plus et donc je l'ai. Moi, le métier que j'ai choisi, c'est le métier d'écrivain. Et j'ai choisi le métier c'est celui auquel je suis le plus attaché parce que j'essaie de dire quelque chose qui peut m'aider moi-même déjà à mieux vivre, en mieux comprenant où je vis, en comprenant le monde où je suis, etc. Et si ça peut aider d'autres à quelque part, je serai très heureux. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonjour Monsieur X. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui m'a attiré dans l'essai de Drix nommé Et quoi alors la liberté? Monsieur Drix
ses valeurs, ainsi que sa relation avec la démocratie. Tout en évoquant que l'indiscipline est une nécessité qui consiste à sortir des trajets tracés, à assumer son autonome des pouvoirs et les institutions en place. Vous avez évoqué que l'indiscipline nous aide à croire que l'impossible n'est pas hors de nous et permet également de relever l'humain. L'indiscipline peut être définie. L'indiscipline est une recherche de la liberté et de la justice, comme le cas du 20 février apparu en 2011 par des jeunes en soif de la liberté. Et ils ont comme devise la liberté, la dignité et la justice sociale. Ces jeunes ont commencé leur campagne sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter, Facebook. Monsieur, vous avez évoqué le point de vue de certains économistes, poètes, romanciers, écrivains, ayant le souci élévatrice de la société et la volonté en essayant de définir la liberté comme l'état d'une personne ou d'un peuple, qui ne subit pas de soumission exercée par une autre personne pour avoir son autoritaire ou arbitraire. La liberté est l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni sous la dépendance de l'héritier. La liberté peut être définie de manière positive comme l'autonomie et la spontanéité d'une personne douée de raison. La liberté est la possibilité d'avoir à agir selon sa propre volonté. Selon sa propre volonté. Tu as donné l'exemple de Abdullah Helwi et Driss Chalabi qui a donné une grande importance pour l'humanité. Je peux poser une question. Comment peut-on s'adapter et affranchir à ces changements? Comment peut-on s'adapter et affranchir à ces changements? Oui. À ces changements. Alors, merci. Alors, pour moi, ton prénom. Merci Selma. Je pense que cette question de la liberté est très complexe et tu as abordé quelques points. Et j'aimerais qu'on peut encore en discuter parce qu'on n'est pas facilement libre. Juste, il faut comprendre que les gens ne sont pas facilement libres. Parce qu'être libre, c'est savoir où nous sommes et avoir le courage d'être soi-même. C'est deux choses. Savoir où nous sommes et avoir le courage d'être soi-même. Ça, c'est pas facile du tout. Première chose. La deuxième chose, alors, tu sais, cette question d'adaptation est une question très compliquée. Quand tu dis comment s'adapter au changement, ça veut dire comment changer soi-même sans changer. Ça veut dire changer pour que ce qui se passe, je puisse être tout le temps au diapason de ce qui se passe. Le problème, c'est que ça c'est un piège parfois. Parce que quand on s'adapte, parfois on perd sa liberté. Et on peut faire des concessions pour s'adapter, pour survivre. Mais peut-être pour vivre, il ne faut pas toujours. Parce que s'adapter est un réflexe de survie. C'est un réflexe d'être comme les autres, comme la majorité, pour pouvoir survivre. Hein? Parfois, on peut refuser de s'adapter pour pouvoir vivre. Mais ça aussi, ça te met en tension avec plusieurs contraintes. Et là aussi, ça demande du courage, ça demande de comprendre pourquoi on le fait, pourquoi on s'adapte, pourquoi on s'adapte. Maman?
1978, le lien entre la culture et la fut en 1993 et aussi au cours de son développement. Edouard Tserit est toujours construit des allers-retours grammaire simple et polyphonique dans sa pensée. Et s'appuie dans son parcours. D'abord son expérience avec l'exil, qui l'aide à savoir. Un de ses auteurs préférés, Oscar Wilde, aucune carte du monde n'est digne d'un regard si le pays de l'étude le figure. Le philosophe l'utopie ne figure pas. Michel Foucault, les différentes lois de vérité en conflit. La deuxième brique, le philosophe et le philologue italien Giambattista Vico, qui prennent le contre-chemin au XVIIIe siècle, faisant à penser des Lumières une partition du monde. Dans son livre Sciences nouvelles, a dit que l'homme, dans tous les âges, est un poète. Edouard Tserit a fait une grande comparaison entre les notions mythifiées d'origine et celles des commencements. La troisième pièce, il nous invite à lire les récits littéraires produits dans l'Empire par Chenoster Gilbert Albert. Issu vient d'une famille riche. Après son premier écrit, il ne voulut pas entendre son père, car son père avait voulu doubler Palestine. En 1972-1973, apprendre les saints sabbatiques et de revenir au Liban. Il a cru que dans le sens photographique et narratif, on doit être indiscipliné. Dans ce sens, Edouard Tserit a été un précurseur paradoxal des études postcoloniales, car il était un penseur de dynamique contre du pouvoir. Son but était de donner à l'humanisme une partition. Elle était colère contre la reddition des Palestiniens dans les accords d'Oslo. Son stress a aidé de penser, mais sa morale stricte lui a permis de rester clair sur les propriétés. A rencontré Daniel Berberian, un orchestre d'Occident, en 1999. Son décès était en 2003 à cause du cancer. Son but était de relier ce qui est désloqué. C'est pour lui et pour la société, pour l'humanisme, qu'il proposait de repenser. Le combat est infini. La discipline est un passage obligé. Je peux vous questionner? D'abord, je voulais vous dire bravo parce que vous avez très bien résumé le chapitre. Est-ce que ton origine vous aidait pour écrire ce roman? Pardon? Ton origine, est-ce que vous aidez pour écrire ce roman? D'abord, on est d'accord, c'est un essai, c'est pas un roman. Ton essai, pardon. Mais quelle origine? L'origine. La mienne? Oui. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Non, c'est peut-être le chemin que j'ai fait depuis très longtemps qui m'a permis de faire ce livre, pas mon origine. C'est plus. Bon, j'ai compris, tu poses la question par rapport à Edward Said. Edward Said vivait aux États-Unis. Il vivait aux États-Unis. Et enseignait la littérature. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que si on veut comprendre le monde d'où il vient, ça veut dire, lui il a grandi en Égypte, puis il est venu aux États-Unis, etc. Il s'est rendu compte qu'il devait faire quelque chose pour qu'aux États-Unis, on ne parle pas uniquement des auteurs anglais, américains, etc. Et donc, il est reparti en Palestine, il est reparti au Liban, chercher son origine. Donc, lui, c'était l'exilé qui est allé chercher son origine. Moi, je suis toujours dans le pays où je suis né, donc je n'ai pas ce problème. Par contre, chacun de nous fait un chemin dans sa vie qui l'aide à un moment donné à penser d'une certaine manière. C'est la seule chose qui est importante. Merci. Depuis qu'on a commencé le travail sur le roman, sur l'essai, sur les sentiers de la discipline, elle pose des dizaines de questions par jour. Pendant le cours, en récréation, partout, là où on voit, elle pose des questions. Les arbres.
Six. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame Belville. Bonsoir tout le monde. Je suis Isabelle Poudet. J'ai lu ton livre, Monsieur Six. Les Sentiers de l'indiscipline est une œuvre qui propose un voyage à travers l'expérience de l'auteur. Les Sentiers de l'indiscipline est une œuvre qui propose un voyage à travers l'expérience de l'auteur, ayant la volonté de remettre en question les faux conforts intellectuels ainsi que les simulées certitudes engendrées par les fermetures idéologiques. Le livre aborde dans son ensemble plusieurs thématiques et selon de multiples approches, à savoir l'indiscipline, la tolérance, la philosophe, l'art et la vie. D'après vous, M. Six, l'indiscipline est une énergie imprévisible qui est de divers sentiers, arborant l'image des artistes et des savants, lettrés ou tout simplement passionnés au dogme. Ils pensent hors de toute chapelle. Parmi tant de notions traitées, l'art était celui qui m'a attiré et sera le sujet de mon intervention. L'art existe depuis que l'homme existe. Il a énormément évolué grâce à la diversification du support et de technique. L'art est également d'évoluer les émotions et les sentiments profonds, l'amour et l'ennui par exemple. S'il vous plaît, j'ai une question. Avant 10 ans d'observation et de lecture, et avant que vous avez écrit ce livre, Les Sentiers de l'indiscipline, est-ce que vous avez le point de vue comme nous, que l'indiscipline est négative? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit elle est en même temps négative et positive. Elle est en même temps, si elle est violente, si c'est un qui se transforme en agression de l'autre, bien sûr, elle est négative. Si on comprend l'indiscipline comme un potentiel pour chacun d'exister différemment et autrement, non, elle peut être positive. Mais tout dépend du regard que nous portons sur l'indiscipline. Non, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Mais je voudrais dire quelque chose sur le 20 février, sur les mouvements sociaux. Il y a une différence entre l'indiscipline comme acte individuel. Il y a une différence entre l'indiscipline comme acte individuel et les actes de soulèvement qui sont collectifs. Parce que les actes de soulèvement collectifs ne sont pas forcément des actes indisciplinés. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui se soulèvent suivent d'autres. Donc ils ne sont pas indisciplinés. Ils sont dans le troupeau. Ils suivent les autres. Un indiscipliné est un être autonome. Donc il faut faire très attention quand on dit, on parle par exemple d'indiscipline collective. L'indiscipline collective, je ne la vois que lorsque il y a des gens qui discutent entre eux de manière très ouverte et qu'il n'y a pas les uns qui manipulent la plupart. Et à ce moment-là, ça devient autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Cécile? Bonsoir Monsieur Six, bonsoir honorable audience. Dans le chapitre Extension des domaines de lutte, extrait le monument de l'écrivain Monsieur Six, le titre Quand la scène et le terrain m'a beaucoup frappé, au sens
selon notre écrivain, le théâtre est un art qui fait place à la rigueur et à l'insubordination. Par le biais des gestes et de la parole, on exprime un désarroi, on extériorise des paix et on critique sarcastiquement une société. La scène s'avère le lieu de dire l'indicible, de faire voir à d'autres ce qui fonde leur humanité ou leur déshumanité. Les spectacles renseignent sur les transformations qui s'opèrent chez les êtres sociaux dans leurs interactions humaines civilisées sur scène. Cette pratique humaine qu'est le théâtre aide à voir ce qu'on ne parvient pas à regarder en face. Elle a le pouvoir de dire de la vérité sur la société. Le théâtre est alors un espace de mise en cause de la réalité pour la dévoiler, y sensibiliser, voire la changer. L'indiscipline du théâtre, selon l'écrivain des Sentiers de l'indiscipline, M. Six, est de crier l'injustice. C'est une voie nécessaire pour se libérer. Elle nous aide à saisir des dynamiques sociales et politiques. Avant de clore ce modeste essai, je voudrais bien, monsieur, vous poser une question. Pourquoi vous avez choisi comme titre de votre œuvre Les Sentiers de l'indiscipline? Pourquoi pas les chemins ou les routes de l'indiscipline? Merci. D'abord, je te félicite pour ta maîtrise et ta capacité à articuler tes idées. Voilà. Merci. Ça m'a fait plaisir. Alors, très très belle question. Les routes sont tracées, les chemins sont balisés, les sentiers ne le sont pas. Donc en fait, j'ai intitulé Les Sentiers de l'indiscipline parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inconnu, de l'ordre de l'inattendu dans l'indiscipline. Alors que dans les chemins ou dans les routes, on sait où on va. Donc c'est ce côté inattendu, inconnu qui m'intéressait dans le terme des sentiers. En plus, c'est très beau, le terme est très beau d'un point de vue poétique. L'indiscipline consiste à refuser le groupe, à refuser la mentalité du groupe, à gérer ses décisions, surtout à penser avant de prendre des gens, à chercher la nouveauté et à sillonner des routes non sillonnées. En terminant en beauté avec Jory. Bonsoir Monsieur le Six, bonsoir Monsieur le Président, et bonsoir chère audience. Personnellement, ce livre a changé mon regard vers l'indiscipline en montrant son côté positif avec plusieurs arguments pour prouver cela et en citant plusieurs personnes qui, malgré leur indiscipline, ont excellé dans leur carrière. En premier lieu, dans cet essai, vous avez défini l'indiscipline comme étant le refus d'obéir et de creuser ses propres sentiers pour pouvoir se démarquer des autres. Et dans la partie souvenir d'une librairie qui déborde, que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, vous avez partagé avec nous une anecdote de quand vous aviez 17 ans et que vous a permis d'ouvrir la librairie Al-Karama, la dignité, qui par sa soif de lutter contre l'isolement culturel. Elle a pu exaucer plusieurs exploits, comme en faisant plusieurs projets, opérations de charité pour combattre cet assèchement culturel et donner la chance à des sillons de s'imposer. Et cette librairie a été caractérisée par indisciplinée, car c'est l'une des rares librairies qui guide le lecteur vers le savoir et l'éveil des esprits et qui veut exaucer le vœu d'autonomie. Et pour finir, si vous me permettez, j'aimerais vous poser une question. Si vous étiez, vous, un lecteur, est-ce que vous seriez d'accord avec l'écrivain?
je termine un livre, je dis toujours que j'aurais peut-être pu faire mieux. Parce qu'on ne peut pas avancer si on ne s'améliore pas. Voilà. Donc pour moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, c'est vrai qu'il m'a pris 10 ans et qu'il a fallu à un moment donné y mettre fin. Mais peut-être qu'aujourd'hui, si je devais encore le reprendre, peut-être qu'il y aurait des choses que je... Mais certainement pas sur le fond le fondement même du livre, mais probablement certains détails, certaines précisions peut-être. Merci. Les gens qui s'éloignent normalement des règles pour créer leur propre sentier et qui respectent l'autodiscipline, qui se fixent des projets, des objets à réaliser et qui œuvrent pour, normalement, ils laissent tout le temps une compréhension. Malheureusement, la plupart du temps, la compréhension est posture, la reconnaissance aussi est tardive, puisqu'on reconnaît que ces gens avaient raison, généralement après leur décès. Très dévoué à M. XX d'avoir accepté notre invitation, à M. le Président qui nous a permis cette rencontre, à vous tous. Grand merci aux parents qui s'impliquent, aux soldats qui sont tout le temps avec nous, qui sont là pour nous soutenir, pour soutenir nos enfants aussi. Juste avant de terminer, j'aimerais dire un mot qui me tient à cœur sur les 2 livres. Je dévie un peu des thèmes et je parle surtout des techniques d'écriture. J'étais émerveillée, j'ai trop aimé parce que c'est un exercice, c'était pas juste une lecture, c'était un jeu de mots, un jeu de sens, un jeu qui provoque à chaque fois l'intelligence du lecteur, mais en même temps, ce que j'ai aimé, c'est qu'il respecte le lecteur. XX nous donne des livres qui demandent un effort. Il ne sous-estime pas le lecteur, parce qu'il sait que le lecteur, lorsqu'il est passionné, lorsqu'il a la volonté de comprendre, il va comprendre le livre, quel que soit le degré de complexité. Tous les ingrédients de la belle écriture, ils sont exploités. Comme j'ai discuté avec mes élèves, il y a l'implicite qui dit plus que ce qui a été déclaré sur les lignes. L'écriture entre les lignes est très prometteuse. Ce jeu de mots, comme je viens de le dire, des chiffres parfois, concernant les parties aussi, il a repéré le puzzle qu'il fallait compléter à chaque fois, le présupposé et le sous-entendu qui nous a donné la liberté de comprendre à faire le roman, surtout texture du cœur, surtout vers la fin. Le lecteur peut proposer sa propre lecture de l'œuvre, peut proposer sa propre estimation des faits et son interprétation personnelle. On est entre une interprétation personnelle et une interprétation collective. Si on discute avec d'autres lecteurs, peut-être que les champs sont différents, que chacun a vu le livre de son côté, et pour moi c'est un livre réussi, vu qu'il nous donne cette liberté. Chacun l'interprète selon son éducation, selon le cumul qu'il a eu durant toute sa vie, et selon sa manière de voir les choses. Sur le point de l'écriture, encore une fois, c'est élégant, dans la mesure où il y a des mots qui sont bien placés, comme j'ai dit tout à l'heure, des descriptions au sens et au mot entier qui nous rappellent des descriptions balsaciennes lorsqu'il décrit les émotions, mais surtout la description des lieux et parfois aussi dans le caractère de ces personnages. L'écriture ne peut que renforcer la compréhension et surtout, ce qui est plus intéressant pour nos élèves, c'est que cette lecture leur donne envie de lire encore. Parce qu'avant de discuter, aujourd'hui même, ils étaient en train de demander quel était le livre. Tout le monde se renseignait, tout le monde essaie de garantir sa place pour participer au prochain salon. Encore une fois, très reconnaissant de voir de tous. Grand merci à M. Six. Je voudrais dire un mot, remercier Fedouel Bebili, qui, depuis le premier jour où je l'ai rencontré, j'ai bien vu la flamme, la passion. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire ce travail de passeur avec les élèves, de leur donner l'amour de la lecture. Peu importe, je pense que
c'est la seule chose de précieux que vous allez garder. C'est l'amour de la lecture. Parce que sans cela, il n'y a pas de fenêtres qui peuvent s'ouvrir dans votre univers. Les seules fenêtres ouvertes possibles, à côté de celles qui nous sont offertes dans nos maisons, c'est les fenêtres de l'imaginaire. Et les fenêtres de l'imaginaire ne sont ouvertes que par les livres et par les œuvres d'art. Merci pour le travail. On dit toujours que le livre est une porte ouverte sur un monde enchanté. Et c'est pour cela qu'il initie les élèves à l'amour et à la passion de la lecture, parce qu'ils se découvrent et en même temps ils se ressourcent. Merci. نعم Merci, ça me touche. Félicitations avec ces enfants. Merci beaucoup. Très gentil. C'est la première fois que tu vas aller. Voilà, c'est bon. كوني شوف كوني يدوروا هكا شوف السادة لا ليميير واش هكا ولا هكا؟ هكا خصيهم هكا غير تقريبا يبقاو هما هنايا حتى ما غتجيش الجودة والو غتجي زيرو فوالا لا خصو هو يجلس باش يجلس هو بغيتك انت دير هذا طبق ساهل فوالا سهل الله عليكم صح c'est bon